Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité renouvelée à Djoliba TV News, mais aussi aux différentes radios de la place, à savoir Bamako, Sikasso et Ségou, tous ceux qui regardent et qui écoutent le groupe Djoliba. Merci à vous, cher public, d'être sortis pour venir partager avec nous ce moment de bonheur, ce moment de lecture, ce moment de convivialité. Merci à tous les ministres ici présents. Merci infiniment, Madame le ministre des Transports, Madame Dambélé, Madina Sissogo, pour l'honneur que vous nous faites d'être présente à bord de ce train littéraire. Alors, Monsieur Amadou Touré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment allez-vous, Monsieur le ministre, ça va? Je vais très bien. Le moral? Dans ce train, je vais très bien avec la présence de Madame le ministre. Ok. D'accord, donc nous vous remercions, Monsieur le ministre, de nous faire l'honneur d'être à bord de ce train, on va dire un train un peu spécial. Hein. Vous avez certainement vu, pas plus que la semaine passée, la reprise effective du train. Aujourd'hui, que vous vous retrouvez à bord d'un train, on va dire un peu virtuel, qu'est-ce que cela vous fait? Ça me fait très chaud au cœur, parce que c'est un endroit que je n'avais pas visité depuis une quarantaine d'années. Le fait de revoir cet endroit de Bamako reprendre vie est rassurant pour tout le monde, est une bonne lancée. Nous encourageons Madame le ministre à continuer sur cette voie, sans jeu de mots, cette voie ferrée. On lui souhaite plein de succès et elle peut compter sur notre appui et notre soutien. Merci donc d'applaudir à Monsieur Amadou Touré, mais aussi à Madame le ministre. Alors, c'est donc une transition dans cette émission. Vous nous permettrez, Monsieur Touré, d'aller à votre rencontre, histoire donc de partager au public ici, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas qui est Monsieur Touré, même s'il n'est pas quand même facile de parler d'un homme de la trempe de Monsieur Amadou Touré. Vous nous permettrez quand même de revenir un peu sur votre parcours, votre biographie. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur mon J'ai déjà parcours? concocté des éléments que j'ai pu recueillir ça et là. Si vous nous permettez, on va partager avec le public ici présent, Monsieur Touré. Oui, Alors, je rappelle que M. Amadou Touré est originaire de Mopti, dans le centre du Mali. Il est titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Il s'agit du prestigieux centre institut voilà, de l'Université de Dakar, où il sort avec en tout cas un diplôme supérieur. Il a également fait des études de philosophie, mais aussi de sociologie dans la même université. Ancien ministre et fonctionnaire international à la retraite, M. Touré est un expert en communication de crise et formateur en prise de parole en public. Il fut conseiller spécial auprès de plusieurs premiers ministres. Dans le cadre de ses activités de consultant, il a bénéficié de la confiance de plusieurs organisations internationales comme l'AMINUSMA, la Banque mondiale, mais aussi l'Agence allemande de coopération GIZ. Il a occupé les fonctions de porte-parole de MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. M. Touré a été porte-parole et chargé du bureau de l'information publique de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, avant d'en être le chef par intérim. Bref, il a une vaste expérience des missions de paix onusiennes. M. Touré parle et écrit couramment le français, l'anglais et a de bonnes notions du portugais. Il parle également le fulfulde, le bamanankan, le soraï et le wolof. Alors, M. Amadou Touré, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette biographie ou y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiterez revenir, M. Touré? non, vous êtes mis sur votre balcon et vous vous êtes mis à me regarder. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous m'avez regardé, vous avez dit qui j'étais. Et je trouve complètement fidèle ce que vous avez fait comme présentation. C'est comme vous étiez sur le balcon et moi je passais dans la rue et vous me présentez aux autres. Bien, alors je me suis mis sur le balcon. Certainement que ça va être aussi mon premier ouvrage. Peut-être, on va peut-être emboîter les pas du ministre de mon balcon. Alors, je rappelle que cette émission, nous sommes en partenariat dorénavant, donc avec le port autonome de Conakry, voilà, dorénavant, donc qui est notre partenaire à bord du train littéraire. Nous souhaitons aussi la bienvenue au port autonome de Conakry. Alors, Monsieur Amadou Touré, vous avez justement écrit cet ouvrage de mon balcon. Alors, c'est une compilation de 22 chroniques de 127 pages. Alors, la première question que j'aimerais me poser tout de suite, d'où vient le titre en fait
de mon balcon. Et pourquoi avoir choisi la chronique? Vous êtes chroniqueur aujourd'hui, pourquoi? Oh, je suis chroniqueur depuis 1981. En général, j'évite de donner les années parce que ça donne des frissons à certaines personnes. Certaines personnes sentent qu'elles sont trop jeunes, d'autres trouvent qu'elles sont trop vieilles. Donc j'évite de donner les années. En fait, je suis chroniqueur depuis 81, c'est-à-dire 5 ans après avoir eu mon diplôme du CESTI. J'ai travaillé dans un journal où je faisais office de chef de la page internationale, c'est-à-dire les nouvelles internationales. Et entre deux éditoriaux, je trouvais le temps de faire des chroniques. Parce que vous étiez parfois fatigué de politique, il fallait trouver des sujets sociaux, des sujets transversaux qui pouvaient intéresser tous les lecteurs, pas seulement les hommes politiques, pas seulement les acteurs politiques, mais également les acteurs culturels, les acteurs sociaux. C'est ainsi que m'est venue l'idée de chronique, dont j'ai écrit des chroniques de 80 à 83. Et quand je suis revenu au Mali, nous avons eu la Covid au mois de mars 2020. Je me trouvais un peu emprisonné à la maison. Et j'ai eu l'idée de faire des chroniques. Et le ministre d'État, Sadio Lamine Sow, qui est assis là, m'a beaucoup encouragé. Il réalisait, il rewritait, parce qu'il est un brillant journaliste aussi. Il rewritait les chroniques. C'est de là que m'est venue cette idée de compiler tout cela. Parce que les chroniques n'étaient pas lues par tout le monde. Au temps de la Covid, les gens avaient la tête à d'autres priorités. Ils n'avaient pas le temps de s'asseoir pour lire. Donc j'ai eu l'idée de compiler cela dans un recueil que j'ai appelé De mon balcon. De mon balcon parce que j'avais le beau rôle. Moi j'étais arrêté à mon balcon et je voyais les gens exister, faire ce qu'ils ont à faire. Et j'étais en train de les décrire, parfois pour les décrier. Il était très facile de dire aux gens, voilà ce que vous êtes. Et vous avez l'impression de donner des leçons, mais sans que vous-même vous disiez, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est ainsi que je l'ai intitulé De mon balcon. C'est dû à mes souvenirs de cours de philosophie, parce que c'était Berkeley d'abord qui avait parlé de « je ne peux pas être à mon balcon et me voir passer dans la rue ». C'est pour un peu contester ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Vous ne pouvez pas être en deux endroits au même moment à la fois. Donc c'est cela mon balcon. Je suis au balcon, je vous dis ce que vous devez faire. J'ai le beau rôle en fait. C'est pour cela que je l'ai intitulé comme ça. D'accord. Alors, de mon balcon, hein, cela est bien compris. Alors, vous parlez tantôt des sujets. Pouvons-nous savoir, monsieur Amadou Touré, de quel sujet traitez-vous justement tout autour en tout cas de ce balcon? Je traite de tous les sujets parce que chaque thème couvert par ces chroniques peut faire l'objet d'un livre. On peut écrire des livres sur les gens tels qu'ils sont, les gens tels qu'ils se conduisent, les gens tels qu'ils se comportent et les gens tels qu'ils gouvernent, les gens tels qu'ils s'épanouissent pour se produire intellectuellement, c'est-à-dire les écrivains, pour se produire culturellement, les artistes ou les peintres, les musiciens. Donc ça couvre tous les domaines. Mais en raison de l'actualité du moment, j'ai aussi beaucoup parlé de la Covid. Parce que nous avons vu un virus de 5 mm à peine mettre à genoux des nations que nous avons l'habitude d'appeler les grandes puissances, montrer notre limite en sciences et en médecine. Or, nous pensions tout savoir depuis que nous sommes allés le 21 juillet 1969 sur la Lune. Nous pensions tout savoir. Et un virus comme ça nous a tous mis devant nos responsabilités, devant les limites de notre connaissance et de notre savoir, pour nous dire 100 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage, vous ne savez encore rien. Et parfois, on est obligé de dire que c'est de l'ordre du divin. C'est pour cela que j'ai consacré plusieurs papiers à la Covid, mais surtout pour dire que ce n'est pas une malédiction, au contraire, c'est une chance.
Je pense que nous allons avoir l'occasion d'en revenir parce que depuis la chronique 14 jusqu'à la fin des chroniques, il n'est question que de la Covid-19. Ceci étant, moi j'aimerais revenir un peu sur en tout cas quelques-unes de ces chroniques. Je vais prendre d'abord la première chronique intitulée La rue, ce tableau clinique. Alors vous décrivez la rue à tel point que quasiment tout le monde se reconnaît dans cette description de la rue que vous faites. C'est à la page 12. Vous nous permettrez de lire ce passage rapidement. Voilà, rapidement. Sinon, la page 10, c'est pour ceux qui ont le livre. Hein. Voilà, vous dites la rue n'est pas que malheur et galère. Elle est aussi une école pour se déraciner. Première victime de l'exil intérieur, son école enseigne l'endurance, la résilience, l'obstination à rester debout après une chute, la volonté de se reconstituer, la détermination de combler les absences. Et jusqu'à la page 88 encore, vous revenez sur la même rue et vous dites ceci, vous nous permettrez. Donc vous dites encore, toujours parlant de la rue, en plus d'être un lieu économique dynamique dans la quasi-totalité de nos pays, où tant de familles se nourrissent au jour le jour, est, ne l'oublions pas, l'espace vital où se forge parfois le devenir de nos enfants. Ils y font souvent leurs premiers pas, les consolident progressivement, se forment à la vie adulte et polissent et reçoivent leurs premières corrections, premiers pas d'une initiation à la vie en société telle que transmise par nos ancêtres. Commentaire? Commentaire, c'est encore le confort du balcon. Vous êtes au balcon, vous voyez la rue. Faites le test vous-même, faites l'exercice vous-même à partir d'ici. Vous voyez la rue qui vous fait face. Tout se passe dans cette rue, du matin au soir. Les activités économiques, les activités de conduite. Nous avons le ministre des Transports ici. Je ne voulais pas dire de mauvaise conduite. Les activités d'insécurité routière, les activités d'insécurité pour soi-même, parce qu'on se fait parfois attaquer, on se fait agresser, on se fait harceler par différentes demandes, mais également nos enfants qui sortent de nos maisons pour se forger dans la rue. C'est comme une autre école qui est l'exemple type de l'échec de notre école à la maison et à l'école classique, c'est-à-dire à l'école standard que nous avons instituée au niveau de l'éducation nationale. Lorsque nous ratons l'éducation à la maison et à l'école, les enfants apprennent les choses dans la rue. Ils voient là leur première correction, il y en a qui fument leur première cigarette, il y en a qui commettent leur premier larcin, il y en a aussi qui, grâce à la rue, ont leur premier million. C'est l'aspect économique également de la rue. Donc tout notre pays, nous pouvons le voir dans la rue. Rien qu'en regardant une journée, jusqu'à restant une journée au balcon et à voir les gens, comment ils sont dans la rue. Je n'oublie pas les motocyclistes, les télimans et autres. Je n'oublie pas les katakatani. Je n'oublie pas non plus le non-respect du feu rouge, etc. Les problèmes avec les agents de la circulation, comment on se comporte. On se comporte dans la rue comme on est chez soi. Et ça, c'est une expression que je répète souvent. On se comporte dans la rue comme on se comporte à la maison. Si vous êtes bien élevé à la maison, vous laissez les gens passer, vous respectez le feu rouge, vous ne vous précipitez pas, vous ne klaxonnez pas. Vous ne klaxonnez pas. Moi, je klaxonne jamais. Je ne klaxonne jamais et on apprend tous cette chose-là. C'est-à-dire les bonnes attitudes, nous les apprenons à la maison. Et si nous les avons apprises à la maison, nous les reproduisons dans la rue. Si nous ne les avons pas apprises à la maison, nous répétons ce que fait la rue. Parce que la rue devient notre école. Oui, la rue devient donc notre école. C'est donc dire que la rue est une école à part entière, comme vous l'avez si bien rappelé dans une des chroniques. Alors, Monsieur Amadou Touré, j'avoue que j'ai été fasciné par cette écriture. La clarté avec laquelle vous écrivez, la finesse dans l'analyse, mais aussi, je vais dire, cette rigueur syntaxique. Franchement, ce livre
C'est comme un livre de chevet que certainement nous allons recommander à tout un chacun d'avoir. Parce que franchement, quand j'ai commencé à lire le livre du début à la fin, j'étais fasciné. En tout cas, vous avez une belle plume, il faut le dire ainsi. Alors, vous traitez beaucoup de thématiques, vous l'avez dit tantôt. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un thème qui est toujours d'actualité, le conflit des générations, quelque part. Il est vrai que ça a été traité par le doyen Seydou Badian, justement, dans son ouvrage intitulé Sous l'orage. Vous aussi, vous parlez justement de ce conflit de génération et vous avez même dédié une chronique à ce thème génération et conflit. Et là, j'ai été vraiment fasciné par la pensée de Karl Popper quand il dit nous devons nous évertuer à réduire les conflits, mais non pas les supprimer. Leur existence même est essentielle à la société ouverte. Oui, absolument. Et la rigueur syntaxique, c'est l'école de Mopti, tout simplement. Il faut aller à l'école à Mopti, vous aurez une belle plume. Est-ce que cette rigueur est toujours d'actualité à Mopti? Alors applaudissez pour cette école de Mopti, en tout cas. Voilà. Allez-y, monsieur. Non, plus sérieusement, il y a bien sûr un conflit de génération parce que nous avons tendance à vouloir éduquer nos enfants comme nous avons été éduqués. J'ai un ami philosophe sénégalais qui dit il faut que nous éduquions nos enfants différemment parce qu'ils sont dans un monde différent. Ils voient des choses différentes. Ils sont dans un univers nouveau. Mais nous n'avons pas été formés à les éduquer dans cet univers nouveau et nous nous crispons sur ce que nous avons appris. Je vous ai parlé de la rue tout à l'heure. On reproduit ce qu'on a appris à la maison. Et c'est cette tendance à vouloir comprimer nos enfants dans notre éducation traditionnelle, entre trois paires de guillemets, éducation traditionnelle, qui crée ce conflit. Ils ont des aspirations auxquelles parfois nous ne savons pas répondre, mais ils ont surtout des façons d'y répondre qui nous heurtent. Et c'est cette façon de faire qui crée le conflit de génération. Et il faut que nous comprenions que nos enfants ne sont pas nous, tout comme nous ne sommes pas nos parents. Donc il faut cette souplesse, il faut cette compréhension, il faut cette intelligence de l'autre, c'est-à-dire intelligence au sens latin, c'est-à-dire comprendre l'autre pour pouvoir gérer les relations avec la génération qui vient après nous. Nos enfants ne sont pas nous, donc ils ne peuvent pas être nous. Il faut que nous nous en convainquions, sinon nous aurons toujours des clashs, toujours des conflits et des incompréhensions. D'accord, oui. Parlons toujours de cette relation entre parents et enfants, sauf que les enfants aussi pensent que souvent les vieux ne sont pas de bons exemples. Pour preuve, vous dites quelque part ici, les jeunes reprennent la pierre qui leur est jetée avec leur réplique cinglante. Ils rétorquent que les parents font tout ce qu'ils interdisent. Achat de leur diplôme, passe-droit, goût immodéré du luxe, achat de conscience pour les votes, tripatouage des constitutions, trucage des élections, élimination des adversaires politiques, absence de loyauté. Oui, vous voyez déjà que nous sommes différents de nos parents. Tout ce que je cite que nous faisons, nos parents ne le faisaient pas. Donc nous sommes déjà différents. Il y a le gap éducationnel entre nos parents et nous. C'est exactement les choses qui nous interdisaient que nous reproduisons. Puisque nous ne sommes pas nos enfants, nous voulons faire des raccourcis pour nos enfants. Alors qu'au contraire, nos parents nous imposaient la rigueur, la difficulté, la privation, la maîtrise de soi. Ne jamais montrer qu'on est fâché, ne jamais montrer qu'on a faim, ne jamais montrer qu'on est fatigué, ne jamais montrer qu'on est mécontent. Or, maintenant, c'est la règle. Donc, vous voyez déjà, d'une génération à l'autre, il y a j'ai failli dire dégénérescence, c'est trop fort comme terme, il y a une rupture dans l'éducation. Et exactement, nous avons la même chose. Nos parents n'achetaient pas nos diplômes, parce que j'ai l'habitude de dire à mes enfants, j'ai dit, moi, dans mon temps, nous avions même honte d'avoir une machine à calculer avec nous à l'examen.
Or maintenant, j'entends des étudiants dire on aurait dû avoir nos téléphones, nos sacs, etc. Je suis gêné, mais ce n'est pas mon temps. Mon bac a 50 ans. Donc ce n'est pas la même chose. Ils ont autre chose, ils ont vu autre chose. Il nous faut du travail pour gommer ces différences. Très bien, il faut du travail. Hein. Continuons avec toujours les chroniques. Cette fois-ci, je vais à la chronique 4 que vous avez dénommée la nausée. Oui. Oui, c'est un texte sinon qui met en exergue en tout cas toujours cette barbarie à laquelle nous assistons encore au XXIe siècle. Je fais allusion ici justement à la mort de George Floyd à Minneapolis. Ouais. Alors pourquoi avoir décidé de dédier, de dénommer justement cette chronique la nausée? La nausée parce que lorsque tout est infect et qu'on n'a aucun terme pour qualifier quelque chose qui dépasse l'entendement, on a envie de rendre. On a envie de rendre, c'est-à-dire rendre son humanité. On dit, est-ce que c'est moi, être humain, qui ai fait ça? Est-ce que celui qui a fait ça est comme moi, être humain? Il me donne la nausée. J'ai envie de vomir à sa place. Parce que ce qu'il a fait est inhumain. Et ce qu'on a fait à George Floyd dépasse tout entendement. Ce n'est pas nécessaire de maltraiter un être humain qu'on a déjà arrêté, qui est déjà désarmé, aller si loin dans la barbarie, a donné la nausée, je crois, au monde entier. Parce qu'il y a même des non-africains qui ont défilé, parce que le monde entier s'est levé pour une fois, presque en même temps, d'Australie à Tombouctou, à Dakar, tout le monde c'était révoltant. Et quand c'est révoltant, la nausée c'est un terme moral. Là, ce n'est pas que physique, c'est moral. Et je pense que c'est le degré ultime de l'indignation. Quand on dit ce que vous faites me donne la nausée, c'est le degré ultime de l'indignation. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer. Oui, on sait que dans ce texte, vous mettez aussi un accent sur le rôle des technologies et de l'information, justement, parce que NITT, ces outils aujourd'hui technologiques, certainement que le monde n'aurait pas su ce qui était réellement arrivé à George Floyd. Alors vous, en tant qu'expert en communication, aujourd'hui, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la technologie de l'information et de la communication? La technologie de l'information est comme tout savoir. Vous savez que le prix Nobel a été inventé parce que Alfred Nobel a fait une invention qui a créé la bombe. Et ce n'était pas son idée initiale. Il voulait faire la paix, mais sa production intellectuelle, scientifique, a créé la bombe. Donc dans la technologie de l'information et de communication, on peut tout trouver. Les nouvelles technologies de l'information sont un bijou créé par l'humanité. Je crois que c'est l'une des plus grandes inventions du XXe et XXIe siècle. Mais l'exploitation qui en est faite est parfois malheureuse. Vous trouvez des gens qui n'ont aucun niveau intellectuel qui veulent tenir un débat avec un prix Nobel, parce que tout simplement il a un téléphone, il a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, il peut se filmer, il se croit au même niveau qu'un prix Nobel de la paix, ou de la littérature, etc. Voilà ce que ça crée, c'est du plus et du moins. C'est comme l'éducation. Vous donnez les nouvelles technologies de l'information à votre enfant, vous dites c'est la plus grande bibliothèque du monde que vous pouvez avoir en un clic dans votre chambre. Il faut exploiter. Mais il y a aussi des dérives. Il y a des dérives. Dans cette même librairie, on peut trouver tout. Maintenant, c'est à vous de guider l'enfant dans ce qu'il doit regarder ou ce qu'il doit éviter, ce qu'il doit faire son centre d'intérêt, ce qu'il fait. Mais encore une fois, pour moi, en tant que, vous avez dit, expert en communication de crise, pas en toute communication, en communication de crise, parce que voilà, c'est important. Mais
il est très important que les gens sachent comment utiliser ces outils-là. Pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas une menace. Au contraire, c'est une opportunité extraordinaire, mais qu'il faut savoir bien exploiter, à bon escient. Et c'est parfois ce qui nous manque, parce que faire le mal est plus facile, c'est le plus court chemin. Faire le bien est difficile, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intégrité, beaucoup de rigueur, beaucoup de force sur soi-même. On a plus tendance à se laisser aller qu'à se retenir. D'accord, plus tendance à se laisser aller qu'à se retenir. Ce sont donc les mots de M. Amadou Diko, expert en communication de crise. C'est important. Amadou Touré. Amadou Touré, c'est bien de le préciser. Alors, M. Touré, continuons toujours avec la chronique. Cette fois-ci, je vais à la chronique 5, le bal des courtisans. Alors, c'est une très belle chronique, hein, là, quand je suis arrivé à ce niveau. Et surtout, cette autre pensée de Solon, voilà, homme d'État grec. Vous dites, vous le citez ici, en ces termes, le courtisan ressemble à ces jetons dont on s'en sert pour compter. Ils changent de valeur au gré de celui qui les emploie. Absolument. Les courtisans, ils changent au gré du jour. Parce que leur spécialité, c'est d'anticiper sur ce que veut le prince du jour. Ils connaissent l'intérêt du prince du jour mieux que lui-même. Mais le lendemain du changement de prince, il change. Donc, Solon a vraiment raison. Il s'adapte à tout, il se plie à tout. Ils savent s'agenouiller. Dès que vous sifflez, ils accourent. Et parfois, même si vous ne sifflez pas, ils accourent. Ils sont nombreux parmi nous. Ils sont nombreux parmi nous. Là également, c'est la facilité. C'est très facile d'être courtisan. C'est des conseillers trompe-l'œil. Parce qu'ils sont parfois appelés conseillers, mais ils vous disent ce que vous attendez. Ils savent la psychologie du chef. Ils savent dans quelle direction ils souhaitent être conseillés. Ils savent surtout qu'ils n'aiment pas être contredits. Et surtout qu'on peut même les traiter d'être des opportunistes. Hein. Les courtisans, c'est des opportunistes. C'est un autre terme. Ah d'accord. Alors, donc, toujours parlant de ces courtisans, hein, vous dites à la page 57, M. Touré, les conseillers courtisans du chef n'ont de cesse de rappeler un programme à achever, un projet en cours, une réalisation à inaugurer, une première pierre à poser, une visite officielle à effectuer, un homologue à accueillir, etc. pour justifier son métier. C'est des arguments le plus souvent hein, que ces opportunistes, je mets entre guillemets le mot, sinon vous avez dit courtisans, utilisent le plus souvent, en tout cas pour essayer de maintenir toujours le chef à son poste. Parce qu'il faut paraître indispensable. Il faut faire croire que sans vous, il ne peut pas se rappeler son programme, il ne peut pas savoir qu'il doit accueillir un homologue chef d'État ou s'il est chef d'État. Il ne sait pas qu'il doit écrire telle ou telle chose. Vous faites croire que vous êtes indispensable. Et vous savez, ceux qui ont eu des responsabilités gouvernementales le savent, quand on est au pouvoir, on n'a plus le temps de réfléchir. Parce qu'on a affaire qu'à des urgences. Tous les gens qui viennent vous voir vous posent des problèmes urgents. Ils ne viennent pas vous dire comment vous avez dormi, comment va votre épouse ou votre époux. Ils viennent pour des urgences. Donc vous n'avez pas le recul nécessaire en tant que dirigeant pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que vous devez faire tout de suite. C'est pour cela qu'il faut avoir réfléchi avant d'arriver au pouvoir. Si vous n'avez pas réfléchi avant d'arriver au pouvoir, vous êtes obligé, je suis désolé, d'improviser. Oui, sauf que l'improvisation, ça ne tient pas en politique. Alors, parlant de pouvoir... Ça ne tient nulle part. Ok. Parlant donc de pouvoir et de politique, vous avez aussi déduit un thème à la politique, pouvoir et panthéon. Et là, vous parlez justement de la différence entre un homme d'État et un homme politique. Oui, un homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine génération. Un homme d'État est celui qui pense à la prochaine génération. Un homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine élection. Il veut juste arriver au pouvoir et y rester. Donc, la différence entre le Panthéon et l'histoire,
Le Panthéon, c'est l'éternité. L'histoire, c'est tout de suite. Vous voulez entrer dans les choses tout de suite, qu'on se souvienne de vous tout de suite. Mais le Panthéon, vous êtes inoubliable. Et ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend de la direction que vous prenez. Ça dépend de votre leadership et de la propreté de votre gouvernance. Il faut que votre gouvernance soit immaculée, qu'elle soit blanche, qu'elle soit bien, qu'elle soit propre. Et c'est en fonction de ça que vous entrez au Panthéon. Tout le monde n'entre pas au Panthéon. Il y a des chefs d'État, il y a des hommes d'État. Et c'est l'histoire sur le long cours qui décide. Ok, toujours parlant des chroniques, j'ai quand même relevé un paradoxe, le paradoxe africain. Quasiment, c'est vous qui le dites en ces termes, M. Touré, à la page 63, quand vous dites notre extraterrestre débarquant encore sur le continent apprendrait à travers les réseaux sociaux que l'Africain au quotidien consomme ce qu'il ne produit pas et produit ce qu'il ne consomme pas. On force à peine le trait. Nous sommes décentrés, c'est-à-dire nous ne sommes pas à notre place. Le savoir est ailleurs, la production est ailleurs, la consommation même est ailleurs, elle est suscitée. Elle est suscitée d'ailleurs. C'est pour cela que nous sommes décentrés, nous sommes déplacés, nous ne sommes pas à notre place. Et c'est le paradoxe africain. C'est pour cela que nous ne nous sentons pas à l'aise dans nos cultures, nous ne nous sentons pas à l'aise dans l'éducation de nos enfants, parce qu'il y a comme un déphasage entre ce qu'il faut faire et ce que nous faisons. Il y a également que nous sommes comme des compléments d'effectifs dans la gouvernance mondiale. Nous sommes encore à la traîne. Il y aura aussi, je ne veux pas anticiper sur votre découpage, il y a quelque part où on dit 62 ans déjà, je fais une chronique sur les indépendances africaines. Quand on regarde l'Afrique, on se dit, mais ce continent est indépendant depuis 62 ans. Et jusqu'à présent, on se croirait en 58. Je suis allé une fois aux obsèques de Sékou Touré, le président guinéen, c'était 84, je crois. Je suis allé avec un vieux journaliste malien pour couvrir. Et à l'époque, c'était le Telex. On envoyait les papiers, c'est pas votre temps. À l'époque, c'était le Telex, donc tu fais ton texte et on allait à la poste pour envoyer le papier. Et puis il dit la poste était là depuis, etc., depuis le temps. C'est dire que nous n'avons pas tellement avancé, nous n'avons pas tellement progressé, même si les technologies de l'information sont en train de nous bousculer pour que nous avancions. Rappelez-vous les petits génies maliens qui sont allés aux États-Unis faire presque des miracles. C'est pas nous, ça. C'est leur curiosité, c'est leur monde qui a permis cela. Mais nous n'avons pas créé nous-mêmes consciemment des conditions pour que ces choses-là arrivent. Vous dites, 62 ans que nous sommes indépendants en Afrique et on a quand même l'impression que nous sommes toujours en 58 face au fameux nom de Sékou Touré, vous l'avez rappelé tantôt, en Guinée-Conakry. Alors, 62 ans d'indépendance, ça stagne, on n'avance pas. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, notre façon d'arriver à l'indépendance. Nous étions 7 à l'AOF, Afrique occidentale française. Nous étions supposés arriver à l'indépendance ensemble après le référendum de 58. D'abord le référendum, nous nous sommes séparés dès le départ. Le président Sékou Touré a dit non, il ne devait pas dire non. Il a dit non sur un coup de tête. Il avait à côté de lui quelqu'un aussi qui agissait par coup de tête, qui s'appelait le général de Gaulle, qui a dit l'indépendance, si vous la voulez, prenez-la. Et qui a plus fait preuve d'orgueil que de leadership politique. Ensuite, nous sommes venus entre nous, c'est-à-dire 7 pays, que je ne peux pas citer tout pour ne pas perdre du temps. Et la Côte d'Ivoire est allée créer le Conseil de l'Entente avec le Togo, le Dahomey de l'époque, qu'on appelle Bénin maintenant, la Haute-Volta, Burkina Faso, le Niger, toujours Niger,
ils ont créé le Conseil de l'Entente. Donc 5 pays sont partis et ont laissé 2 pays, le Soudan français et le Sénégal. Et nous avons décidé de faire une fédération à 2. On ne fait jamais de fédération à 2. Ce n'est pas comme un couple. Il faut toujours un élément stabilisateur dans une fédération. Il ne faut pas faire à 4, il faut 5, 7, 9, etc. C'est comme ça qu'il faut faire les fédérations pour qu'il y ait un élément stabilisateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez le problème entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989. C'est presque grâce au Mali de Moussa Traoré qu'on a pu stabiliser la situation au sein de l'OMVS. Parce qu'il y avait une 3e force qui est venue équilibrer, stabiliser, parler aux uns aux autres. Mais si vous n'êtes que 2 dans une fédération, dès que vous avez un conflit, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a même pas quelqu'un pour intervenir, pour vous aider à trouver une solution. Donc voilà, d'abord, notre entrée dans l'indépendance a été une fausse entrée. Nous n'avions pas les précautions politiques pour entrer à l'indépendance. Donc le ticket que nous avons pris pour entrer à l'indépendance était déjà pipé. Ça, c'est donc ce qu'on peut appeler un mauvais départ. Et ce mauvais départ a agi sur tout. La Guinée, avec toutes ses potentialités, les Français, il paraît qu'ils ont même emporté les chaises, les tables, etc., pour saboter. Nous aussi, quand nous avons eu l'indépendance, on a saboté, ainsi de suite. Parce que nous étions faibles individuellement. Tous, ensemble, nous sommes forts. Pris individuellement, nous sommes faibles. Et 62 ans après, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Et ça nous poursuit. D'accord, c'est donc ce qu'il fallait retenir, mesdames et messieurs, dans cette première partie de votre émission Le Train littéraire. Nous ne sommes pas que seuls à bord du train, monsieur Touré. Il y a donc des passagers, et donc vous l'aurez compris qu'il y a même des passagers spéciaux donc, à bord de ce train. On va donc vous donner la parole, cher public, afin que vous fassiez des contributions si vous en avez, mais aussi poser des questions que monsieur Touré donc, nous fera le plaisir de répondre. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Parfait, je suis tout oui. Voilà. Donc s'il y a des contributions, je rappelle que ce livre a été préfacé par son excellence Sadio Lamine Sow, journaliste et ancien ministre d'État chargé des affaires étrangères du Mali, qui nous fait l'honneur aussi d'être là. Monsieur l'ambassadeur, si vous avez en tout cas 2 mots, excellence. Merci beaucoup. Je n'ai rien de spécial à dire ici, étant le préfacier de ce livre, et il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Et la forêt, c'est l'auteur principal. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à votre balcon pour observer, bien observer, et nous dire ce que vous avez vu de nous. Et je pense que ce livre-là, c'est une pierre. C'est la pierre d'un journaliste. Les journalistes, je pense qu'ils écrivent beaucoup dans les outils dans lesquels ils doivent écrire, qui sont nos médias, mais quand ils vont au-delà à travers un livre, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, j'ai besoin quand même que vous m'éclairiez un peu, que j'ai votre point de vue sur la presse et de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, vous avez démontrer à travers ce livre-là votre passion pour un genre qui est la chronique. Et aujourd'hui, le monde va très vite. Tout à l'heure, vous rappeliez à M. Traoré qu'à votre époque, c'était le Telex. Maintenant, le Telex, à peine si on sait ce que c'est, si la génération actuelle sait ce que c'est. Alors, les chroniques. Je pense que, de par ce que vous avez écrit, c'est le genre pour le témoin et l'observateur. Mais le monde va vite aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans la presse aujourd'hui, on a le temps pour les chroniques? Est-ce que les gens ont le temps d'observer ce qu'ils font, ce que les autres font autour d'eux, tellement les choses vont très vite? Est-ce que les chroniques ont de l'avenir? Est-ce que dans nos pays encore, on a le temps pour ces chroniques-là? Et qu'est-ce que vous direz à la jeune génération de journalistes par rapport à ce genre-là? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je me présente, Mamadou Makalou, commissaire général du Salon du Livre de Ségou et écrivain. J'ai connu M. Amadou Touré par le biais d'un ami journaliste quand j'étais dans le feu de l'action, c'est-à-dire les préparatifs de la 4e édition du Salon du Livre de Ségou, Alassane Diarra, à l'Office du Niger. C'est lui qui m'a parlé de vous. Vous avez écrit, il dit, je ne suis pas au courant de l'existence de ce bouquin. Et il me l'a montré, et j'ai demandé à ce qu'il m'emprunte, il a carrément refusé. Il dit, il n'y a pas de problème, arrivé à Bamako, je vais en acheter. C'est comme ça que il m'a donné votre numéro, et je vous ai envoyé un texto, et puis je crois dans les 6 minutes, 7 minutes qui se sont passées, vous m'avez répondu, et tout en acceptant de participer à la 4e édition du Salon de l'U de Ségou que vous avez fait. Et merci à vous. Et j'avoue honnêtement que cet ouvrage, je l'ai lu 2 fois et je ne me lasse pas de le lire. D'abord, tout fascine dans votre livre, De mon balcon. Toutes les chroniques, la rue jusqu'à la fin, l'artiste salue l'artiste. Il a ébauché quelques parties. Je crois qu'il a dû omettre, entre guillemets, une chronique qui me paraît très très importante. Le chef, ce super-héros. Vous avez osé tremper la plume, M. Touré, dans la plaie, en défenestrant le chef. Qui est ce chef? De qui parlez-vous? Première question. Deuxième question, que vous inspire le livre Le cortège des vainqueurs de Max Gallo, sorti en 1970. Voilà, je m'arrête ici pour le moment. Très bien, avec la permission de M. Traoré. Oui, mon président, c'est Alassane Suleiman, c'est le président de notre amicale des anciens du CESTI. Il nous a conduit le 25 mai, on est presque le 25 juin, il y a un mois, au 50e anniversaire du CESTI, de la création du CESTI. J'étais dans sa délégation. Il m'a posé une question qu'on doit poser à un café communicationnel. On est dans un café littéraire, mais je vais répondre. Il faut toujours prendre le temps de faire ce qui est notre métier de base. Si nous sommes journalistes, c'est quoi? C'est écrire. Il faut toujours pouvoir écrire. Quand nous étions plus jeunes, nous faisions nos papiers entre 2 étapes de campagne électorale. Nous faisions les papiers dans la voiture, d'une étape à l'autre. Vous allez de Ségou à, je ne sais pas, Konodimini, ou vous faites le texte avant d'arriver, parce que c'était le telex, comme je vous ai dit. Et à l'époque, quand vous vous trompiez, il faut tout reprendre. Maintenant, avec vos ordinateurs, vous pouvez effacer, vous remontez, vous descendez, vous avez toutes sortes de facilités avec les technologies de l'information. Donc notre métier de base, le cœur, c'est écrire. Il faut savoir écrire. Radio, presse écrite, télévision, presse en ligne. Il faut d'abord écrire. C'est ça, journaliste. Il faut écrire. Maintenant, l'avenir de la chronique dépend des chroniqueurs. Si vous faites de belles chroniques, les gens prendront le temps de lire. Parce que les belles chroniques sont rafraîchissantes. Ça donne envie de changer de la grisaille quotidienne et de voir le monde autrement que ce que l'on voit tout de suite dans ce qu'on appelle notre univers pressé. On est trop pressé, on n'a pas le temps, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais si on a l'habitude de lire, on ressent le bonheur de lire. C'est un moment extraordinaire, la lecture. Ça donne du bonheur. En tout cas, c'est le plaisir que ça me fait. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier qui est en même temps ma passion. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'aime pas donner des leçons. Mais ce que j'ai dit à nos jeunes frères, à nos jeunes confrères, c'est d'abord savoir écrire. On n'entre pas dans le journalisme si on ne sait pas écrire. Mais on peut apprendre à savoir écrire. Ça s'apprend. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas inné.
on ne naît pas avec le talent. Il y a le talent, bien sûr, ça aide. Mais le talent, c'est du travail que vous faites en l'absence des autres. C'est ça le talent. C'est pas vous naissez à Mopti, vous dites que vous savez écrire. Non, c'est pas comme ça. Ça s'apprend. Nous avons appris. Parce qu'il y a de la grammaire, il y a des règles, il y a des tournures, c'est ça. Mais pour savoir écrire, il faut lire. C'est ainsi, parce que vous n'avez pas inventé l'écriture. Il y a des gens qui ont écrit avant vous. Il faut lire ce qui a été fait avant vous. Et c'est très important. Oui, les chroniques sont menacées, mais c'est aux chroniqueurs de relever les défis. Tout comme les réseaux sociaux. Il y a des journalistes qui pleurent. Ils disent les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. J'ai dit non, les réseaux sociaux font ce que vous ne faites pas. La vitesse, l'exactitude, la promptitude, la rigueur et l'information. C'est ce qu'on ne fait plus. C'est pour cela qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a des journalistes même maintenant qui utilisent les réseaux sociaux à la place de leurs textes par paresse. Ils sont dans leur chambre, ils envoient des textes sur la base des réseaux sociaux. C'est ce qu'il faut éviter. Le chef, c'est... En fait, ce qui m'a donné cette idée, c'est... On dit que le chef, il est bon, mais l'entourage n'est pas bon. C'est ce qui m'a donné l'idée de cette chronique. On entend toujours, mais le président, il est très gentil, il est charmant, il est bien. C'est son entourage qui est nul. J'ai dit, mais comment vous pouvez dire ça? Mais l'entourage est choisi par le chef. Et la première qualité du chef, c'est de choisir son entourage. C'est comme ça qu'on reconnaît un chef. Il fait un casting parce que vous mettez ensemble des gens qui sont différents. Des gens qui sont parfois opposés en termes d'intérêt, en termes de background, en termes de formation. Mais c'est à vous de mettre tout ça en musique. C'est ça, chef. Vous n'êtes pas un de plus, vous êtes le chef. C'est à vous de mettre ensemble des gens qui savent travailler ensemble pour les objectifs que vous avez définis. Bien sûr, il faut les avoir définis. Il faut d'abord définir vous-même vos objectifs pour savoir où vous voulez aller. Donc, on dit le chef, il sait tout faire. Il connaît tout, il peut tout, il n'est jamais malade, il n'est jamais ceci, il n'est jamais cela. Et c'est ça que j'ai dit, pour grand que soient les rois, c'est Corneille ça. Pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes, ils peuvent se tromper, comme tout autre homme. Les courtisans ont même peur de dire au chef, non, c'est pas ça. C'est crime de lèse-majesté de dire au chef, c'est pas ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas lui faire même soupçonner qu'il puisse se tromper. Il ne se trompe pas. C'est un surhomme. Et c'est ça qui rend les gens fous. C'est cette façon de le pouponner, d'en faire le super-héros, qui le rend fou. Il perd le sens de la mesure. Or, il peut se tromper comme tout autre homme. C'est ça le rôle du conseiller. Dire, monsieur, mon chef, madame, vous vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que ça. Il ne faut pas non plus dire vous vous êtes trompé et vous en allez. Il faut argumenter et lui montrer qu'il s'est vraiment trompé. Et qu'il a intérêt à suivre ce que vos modestes suggestions lui demandent de faire. Le cortège des vainqueurs, c'est comme les balles de courtisans. C'est ceux qui sont avec tous, ceux qui gagnent. Ils sont tous. C'est très bien que tu aies ces références littéraires là, parce que c'est vieux comme livre. Je l'ai lu, je ne sais plus, j'étais au CECI. C'est les gens qui sont avec ceux qui gagnent. C'était pendant la guerre d'Espagne. Il y en a, c'est vous qui gagnez aujourd'hui, ils sont avec vous. Demain, c'est moi, votre adversaire, ils sont avec moi. Jamais perdant. Il y a ça au tiercé, ou je ne sais plus, dans quel truc hippique. On dit jamais perdant. C'est-à-dire toujours. C'est l'inverse de. Non, jamais gagnant. C'est l'inverse de jamais gagnant. Le jamais gagnant, c'est canasson, dans l'argot hippique. Donc c'est ça. Oui, j'ai lu. C'est un excellent livre, Max Gallo. D'accord. Je pense que ça vous va, satisfait. Oui, madame veut parler. Une question. Je suis la veuve de Maître Alioune Blondin-Bey et j'ai connu Excellence Monsieur le Ministre à travers Maître Bey. Je suis très fière aujourd'hui d'être là et Maître Bey dans sa tombe est très fier de vous. En tout cas, ce livre de mon balcon est un livre très riche et j'invite tout le monde à avoir ce livre dans sa petite
dans sa grande bibliothèque, car c'est un livre très riche et je connais Amadoun, c'est une personne qui a la plume, une plume d'or. Félicitations. Merci à vous. Non, c'est émouvant parce que lundi, nous avons le 25e anniversaire pour marquer le jour où Maître Bey nous a quittés. Un des meilleurs diplomates africains, un des meilleurs fonctionnaires des Nations Unies. Lui, il nous a appris à travailler. Lui, il vous apprenait à travailler. C'est tout ce que je peux dire parce qu'on aura l'hommage le 26 juin. Le 26 juin, c'est la date de la signature de la charte de San Francisco qui a donné naissance aux Nations Unies. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Justement. Merci à vous, madame, pour ces témoignages à l'endroit de monsieur. Merci d'être venu, Kadi, ma femme. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, je pense que évidemment qu'on va faire réagir, madame la ministre, si elle souhaite quand même deux mots. Madame, vous êtes à bord d'un train virtuel. Deux mots, justement. Partout. Moi, je suis madame Dambélé Madina Sissoko. Je suis la ministre en charge des transports et des infrastructures. Donc, comme les autres l'ont dit, moi, je n'ai pas eu, je l'ai dit devant les ministres, le temps de lire son ouvrage. Mais j'essaie, d'après mon mari, le général Ibrahim Dairou Dambélé, lui, il a lu les livres et il a même fait un petit résumé pour moi. Raison pour laquelle je n'ose pas poser des questions parce qu'il n'a pas eu le temps de lire comme il faut. Donc, mais c'est pour dire à monsieur le ministre félicitations. Parce que nous, on est des ingénieurs. Je fais partie du lot de ces femmes aussi. Je suis ingénieur génie civil, option bâtiment travaux publics. Donc quand je vois les littéraires en plein dans les ouvrages, pour moi c'est un rêve. Donc félicitations monsieur le ministre, bon courage. Mais merci. Comme il l'a dit pour les chroniques, je crois que c'est nécessaire pour la nouvelle génération. Parce que quand vous regardez les littéraires, souvent nous, on dit que techniciens, on dit que les littéraires rêvent. Mais des explications que nous avons eues, parce que quand vous êtes au balcon, les balcons, ce n'est pas généralement au rez-de-chaussée, mais les balcons, c'est à un niveau supérieur. Et c'est à partir du niveau supérieur qu'on peut voir les niveaux inférieurs, les bas. Et quand quelqu'un qui a une position a toutes les informations par rapport aux données altimétriques et aux données planimétriques. Donc tout ce qui va sortir de ça, je sais que c'est de très bonnes choses. Et je souhaite bonne chance encore pour d'autres ouvrages. Peut-être quand je serai hors fonction, j'aurai le temps de regarder ou bien de lire comme il faut, qui n'est pas dans les habitudes des techniciens. Merci, monsieur le ministre. Merci. Ça, c'est le bâtiment. C'est son monde. Mon titre, là, c'est du bâtiment. Bien entendu. Bon, très bien. Voilà, donc vous avez certainement rendu service à madame le ministre sans vous rendre compte, et évidemment. Merci à vous, madame le ministre. Parce que mon épouse aussi est génie civil. Peut-être que c'est elle qui me l'a soufflé. Ah, on ne sait jamais. En tout cas, merci à madame aussi. Alors, monsieur le ministre, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Déjà, quelles sont donc vos dernières impressions justement par rapport à l'émission? Ah, déjà, il y a une main qui est levée, on va lui donner la parole. Allez-y. Je suis Kunta Sidi, professeur de lettres, critique littéraire à l'occasion, journaliste, éditorialiste aussi. Ça fait beaucoup de choses et ça ne fait pas très modeste de le dire. J'aurais désobligé le ministre Thiam en lui tendant le micro et ne pas devoir moi-même dire quelques mots. Je suis un professeur de lettres formé à l'École normale supérieure du Mali depuis 45 ans. Je suis le camarade de promotion du ministre. Même si nous n'avons pas été dans les mêmes classes, mais nous l'avons été au lycée dans les mêmes périodes. Je voudrais apporter un regard littéraire sur l'ouvrage, mais seulement, sans trop vous lasser, je m'arrêterai à la psychanalyse en quelque sorte de la première page. Vous savez, un livre est résumé, quand c'est bien résumé, à sa première page. La première page dit quoi? Que peut-être tout le monde ne peut pas voir, mais nous on nous a appris à voir cela. La première page dit quoi?
des images, des mots, des caractères, des couleurs et beaucoup de choses. Je vais examiner quelques aspects. L'aspect le plus visible et le plus marquant, c'est la jarre de Mopti qui est posée dans un coin. La jarre a pour vocation de contenir de l'eau ou de la nourriture. C'est le lieu où l'on vient s'abreuver. C'est le lieu où l'on vient cueillir un peu du miel que les mamans y mettent. Mais aussi, pour avoir été voisin des mopticiens, c'est le lieu où on a le beurre de karité, le beurre de vache et quelques autres nourritures. Et quand vous regardez la jarre, ce n'est pas un petit canari. C'est vraiment une jarre à la fonction gros ventre. C'est-à-dire inépuisable. Inépuisable. C'est là qu'on va chercher le savoir. C'est là que se cache le trésor, y compris le trésor physique. Les ors de nos mamans sont cachés là, quelque part, enveloppés dans de l'étoffe. Mais c'est surtout la jarre du savoir, s'abreuver de toutes sortes de nourritures terrestres, spirituelles et intellectuelles. La jarre, elle est placée dans un coin. C'est le coin de la sutra. C'est le coin où il est interdit aux enfants de venir jouer. C'est le lieu du sérieux. C'est le lieu de la quête. C'est le lieu du silence. Et même, c'est le lieu de l'ombre. Parce que ce que ça contient, il lui est voué autant de respect que celui qui est dû, que ce respect qui est dû au père de famille. Nous, les voisins des mopticiens, moi je suis de Tombouctou, nous appelons cela Cheikh Dar. Cheikh Dar, c'est-à-dire le maître de la maison, le propriétaire de la maison. Parce que s'il n'y a pas cette jarre, il n'y a pas de maison. Faites les fondations les plus solides que vous voulez, les matériaux de construction que vous voulez. Mais s'il n'y a pas cette jarre, il n'y a pas de maison. Parce qu'il n'y a pas de présent et il n'y a pas de futur. Donc la symbolique du coin où est posée la jarre, un endroit qui n'est pas obligatoirement exposé au soleil, est symbolique de l'essence et de la quintessence de l'existence même de l'individu et de la société. C'est là que commence la rue. La rue ne commence pas en bas. La rue commence là, à côté de la jarre. Si vous regardez un peu plus loin, les couleurs, nous passons de l'ombre à la lumière. Vous n'avez qu'à regarder la couverture du livre. On passe de l'obscurité, j'allais dire du sombre, à la lumière éclatante. La lumière éclatante, c'est quand même le symbole du savoir, c'est le symbole de l'appropriation. On peut multiplier les exemples. Parlons du titre, si vous voulez bien. De mon balcon, c'est même de la prétention. Un pronom possessif dans le titre d'un livre, le mot, le je, moi, haïssable à tout point de vue, et qui pourtant recèle une signification double, secrète. Ce monde-là n'est pas le monde du moi, du je. C'est le monde du monde, de la connaissance et de la transversalité
et de l'horizontalité, mais aussi de la verticalité. On ne retient que la verticalité, de haut en bas. Mais le savoir ne commence pas par en haut. Le savoir commence par en bas. Et c'est pourquoi, quand j'ai vu ce livre et quand je l'ai lu, et je me suis rappelé beaucoup de choses. On n'invente pas le monde, on n'invente pas la roue. Ça m'a rappelé Henri Bell de Stendhal et son réalisme du 19e siècle. Le roman, c'est un miroir que l'on promène le long d'une route qui ne reflète que ce qui est. Il n'y a pas de part de l'imaginaire, du rêve et tout le reste. Je vais m'arrêter tout de suite. Merci infiniment, merci monsieur. Alors, le dernier mot, on va revenir à monsieur Amadou Touré, le dernier mot de la fin vous revient justement. Mais le mot de la fin, c'est dire merci à Djoliba TV. Je ne savais même pas que vous aviez vu le livre. Jusqu'au moment où j'arrivais ici, je me demandais où est-ce que vous avez trouvé le livre. Parce qu'il est sorti pendant le Ramadan. Donc on ne pouvait pas faire le lancement. On a dit les Maliens ont la tête à autre chose que de venir parler de littérature. Il faut rompre le jeûne, etc. Nous avions décidé de le faire après. Bon, après, il y a eu plein de choses. Je me suis déplacé moi-même. L'éditeur s'est déplacé. Après, il y a le pèlerinage. Et puis, vous m'appelez pour me dire que vous voulez me parler de mon livre. J'ai dit, mais il l'a vu où? Donc, c'est un moment de surprise. Je vous remercie d'abord d'avoir une émission littéraire. Ce qui est louable en Afrique, pas seulement au Mali. En Afrique, c'est louable d'avoir une émission littéraire. Mais le plus difficile, c'est de tenir une émission littéraire sur le long cours. Donc je vous encourage en tant que journaliste. Je sais ce que c'est de préparer une émission littéraire. Ce n'est pas comme les informations où vous allez couvrir, vous venez lire ce qui s'est passé, ce que le ministre a déclaré. Là, c'est vous-même. C'est ce que j'appelle le jus de cerveau personnel. Donc je vous encourage, je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Kunta aussi pour ce moment d'esthétisme. C'est ce que nous appelons une critique. Il a fait une critique esthétique. Je le remercie. On m'a proposé des balcons ailleurs. J'ai dit non. Je veux un balcon à moi et une jarre de Mopti. Voilà d'où c'est venu. Donc encore merci. Oui, c'est à nous, M. Amadou Touré, de vous remercier pour nous avoir accordé votre temps. C'est aussi à mon tour de remercier, vous l'avez rappelé tantôt, comment avons-nous fait pour nous procurer le document. Il est là, Kwasi 11 ans, le traiteur infatigable de Djoliba, qui est au four et au moulin, afin que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc tout l'honneur le revient à vous, Kwasi 11 ans, celui qui m'a remis le bouquin, afin qu'on puisse le programmer. En tout cas, nous vous remercions, vous qui êtes sortis pour venir participer à cette émission, mais aussi vous qui nous regardez sur Djoliba TV News, sur toute la radio FM de Djoliba. Je rappelle que donc, le livre est en vente et l'unité c'est 9 000 francs. Voilà, le livre, il est là. Donc, c'est en vente ici, dédicacé des mains de M. Amadou Touré. Merci de nous avoir suivis. Clin d'œil toujours à notre partenaire dorénavant, le port autonome de Conakry, qui a donc décidé d'accompagner, M. le ministre a dit tantôt, les émissions littéraires. Ce ne sont jamais des émissions faciles. Et Dieu faisant, on a quand même eu le port autonome de Conakry qui a bien voulu nous accompagner. Voilà, c'est une émission qui est là depuis 5 ans déjà. Donc, voilà. Et merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Et à très bientôt dans votre émission Le Train littéraire. Merci. Le cocktail, c'est tout à l'heure, est en bas. Merci.